L'ordre de grandeur d'un nombre, c'est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Alors, on va prendre un exemple. Imaginons que votre père fasse 1,90 mètres. Eh bien, 1,90, c'est égal à 1,90 fois 10 puissance 0. Donc, l'ordre de grandeur, ce sera quoi? Eh bien, ce sera de l'ordre de 10 puissance 0, c'est-à-dire de l'ordre du mètre. Si on prend, je sais pas moi, par exemple, la tour Eiffel qui fait 314 mètres de haut, eh bien à ce moment-là, cette tour Eiffel qui fait 314 mètres de haut. 314, c'est 3,14 fois 10 puissance 2. Hein, on décale vers la gauche la virgule de 2 unités, on l'a vu précédemment. Donc, ça veut dire tout simplement que 3,14 10 puissance 2, c'est environ égal à 10 puissance 2 mètres. Donc, on peut dire que l'ordre de grandeur de la tour Eiffel, c'est 100 mètres. Allez, un dernier exemple. Paris-Marseille, 800 km. 800 km, c'est égal à 800 fois 10 puissance 3 mètres, puisqu'un kilomètre égale 1000 mètres, je vous rappelle. On décale la virgule de 2 zéros, ça nous donne donc 8,00 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 3, c'est-à-dire 8,00 fois 10 puissance 5. Et 8,00 fois 10 puissance 5, ça, la puissance de 10 la plus proche, c'est pas 10 puissance 5, c'est plutôt proche de 10 puissance 6. Donc, ça nous fait environ 10 puissance 6. Donc, l'ordre de grandeur, c'est le million de mètres. Le nombre d'Avogadro, à quoi est-ce qu'il correspond? D'abord, le nombre d'Avogadro, on l'appelle grand N pour nombre, et grand A, je vous laisse deviner pourquoi. Si dans une mole, on sait que, non, pour n égale une mole, on sait qu'il y a 6,02 fois 10 puissance 23 parties élémentaires, par exemple atomes, ions ou molécules, bon, on se dit, tiens, si on a ce nombre n égale à 6,02 10 puissance 23 pour une mole, et si on avait deux moles, combien y aurait-il d'entités élémentaires ou de parties élémentaires? Ben, on dirait, ben, tiens, peut-être 2 fois 6,02, alors n' égale 2 fois 6,02 fois 10 puissance 23. D'accord? Bon, si on avait 3 moles, ce serait 3 fois 6,02 10 puissance 23. Donc finalement, quelle est la relation entre le nombre de moles et le nombre de particules? Eh bien, le nombre de particules est égal au nombre de moles fois le 6,02 fois 10 puissance 23. Quel est ce nombre particulier? Eh bien, c'est le nombre d'Avogadro. Quelle va être son unité? On sait que grand N est sans unité, donc on remplace par 1. Quand un nombre est sans unité, on remplace par 1. Petit n, c'est en mol. Donc forcément, ce fameux nombre d'Avogadro, grand NA, qui est égal à 6,02 fois 10 puissance 23, doit être en 1 sur mol. Puisque mol fois 1 sur mol, eh bien ça fait 1, c'est-à-dire ici une formule sans unité. Autrement dit, le nombre d'Avogadro vaut 6,02 fois 10 puissance 23, mol moins 1, ou 1 sur mol. Ça veut dire tout simplement qu'il y a 6,02 fois 10 puissance 23 parties élémentaires par mol. La relation qui lie donc le nombre de parties élémentaires, donc atomes, ions ou molécules, le nombre de moles et le nombre d'Avogadro est grand N égale petit n fois Na. Alors, je prends tout de suite un exemple. Si n égale 2 fois 10 moins 2 moles, combien est-ce qu'il y a de parties élémentaires, hein? Grand N égale, eh bien, petit n, c'est-à-dire 2 fois 10 moins 2, multiplié par 6,02 fois 10 puissance 23. Ce qui nous donnerait grand N égale 2 fois 6, 12,04 fois 10 moins 2 par 10 puissance 23, 10 puissance 21. Partie élémentaire.
Pour visualiser des systèmes microscopiques, on utilise deux types de microscopes, le microscope à effet tunnel et le microscope à force atomique. Sur le cours d'Exovidéo, vous pourrez avoir accès aux liens de ces animations produites par le CEA. Microscope à effet tunnel. Le microscope à effet tunnel permet de cartographier atome par atome la surface d'un matériau conducteur en mesurant le faible courant électrique établi par effet tunnel entre sa pointe ultra fine et la surface à étudier. En approchant la pointe, il est même possible de déplacer un atome. Le déplacement de la pointe du microscope est condamné par la contraction ou la dilatation de céramique piézoélectrique. Une tension électrique d'environ 1 volt est appliquée entre la surface à étudier et la pointe du microscope. À une hauteur de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire 10-9 mètres, la pointe capture certains électrons de la surface du matériau par effet tunnel, d'où le nom de microscope à effet tunnel. Ces électrons créent un courant d'autant plus fort que la distance est faible. Donc plus la distance est faible, plus le courant est fort. La céramique piézoélectrique déplace continuellement la pointe pour maintenir le courant à une intensité constante, de l'ordre du nanoampère, 10-9 ampères. Traités par un logiciel, ces réajustements permanents permettent de dessiner le relief du matériau atome par atome. Dans le microscope à force atomique, c'est un instrument également qui permet d'analyser le relief à l'échelle atomique. Le microscope enregistre les interactions entre les atomes de la pointe du microscope et ceux de la surface analysée. Énergie que peut contenir ce système macroscopique piston. À l'intérieur, vous avez un gaz. Système macroscopique, pourquoi? Parce qu'il est à notre échelle, c'est une grande quantité de gaz. Répertorier toutes les formes d'énergie que peut contenir ce système. Bien, alors il y a plusieurs formes d'énergie. Premièrement, ce qu'on appelle l'énergie U, énergie interne. L'énergie interne, elle est vue au niveau microscopique, à l'échelle des molécules. Eh bien, cette énergie U interne, elle est la somme de l'énergie cinétique microscopique. Vous savez que chaque molécule a une certaine vitesse, donc une certaine énergie cinétique, 1/2 de mv carré, je vous rappelle. Plus quoi? Eh bien, entre ces deux molécules, il y a des interactions électromagnétiques. Donc ces interactions font la cohésion du système. L'énergie interne, il faut donc lui rajouter l'énergie potentielle d'interaction microscopique entre toutes les particules de ce système. Mais qu'est-ce que nous avons également? Nous avons une énergie macroscopique. Par exemple, le système est à une certaine hauteur. Il possède donc une certaine énergie potentielle de pesanteur. Donc, il faut introduire également l'énergie potentielle macroscopique. Plus quoi? Eh bien, plus l'énergie cinétique macroscopique. Pourquoi? Ben, le piston, peut-être qu'il se déplace avec une certaine vitesse. Donc, l'énergie cinétique macroscopique. L'énergie totale, E totale du système, est égale, par conséquent, à l'énergie interne U, plus l'énergie potentielle macroscopique, plus l'énergie cinétique macroscopique. Évidemment, l'énergie totale est en joules, l'énergie interne, comme toute énergie, est en joules, joule pour l'énergie potentielle macroscopique et joule pour l'énergie cinétique macroscopique. Par exemple, si ce piston va à une vitesse V, qu'il a une hauteur Z, quelle serait son énergie totale? Eh bien, l'énergie totale serait égale à quoi? Ben, l'énergie interne, l'énergie cinétique microscopique plus énergie potentielle microscopique, plus bien l'énergie potentielle macroscopique mg z moins z0 à l'altitude de référence, plus l'énergie cinétique macroscopique 1/2 de mv carré. Voilà pour l'énergie totale d'un système.
En conclusion, l'énergie interne U d'un système macroscopique est égale à la somme de l'énergie cinétique microscopique plus de l'énergie potentielle microscopique. L'énergie totale d'un système est égale à la somme de l'énergie mécanique macroscopique qui vaut l'énergie cinétique macroscopique plus l'énergie potentielle macroscopique et également de l'énergie interne U. Donc E total égale EM plus U. Tout ça évidemment dans l'unité légale d'énergie qui est le joule. Que vaut maintenant la variation d'énergie totale d'un système dans le cas où son énergie cinétique macroscopique ne varie pas, c'est-à-dire que le système gaz il est dans un piston qui ne bouge pas, et que son énergie potentielle macroscopique ne varie pas, c'est-à-dire que Z ne varie pas, l'altitude du piston ne varie pas. Eh bien, la variation d'énergie totale du système est égale à la variation d'énergie interne du système, plus la variation d'énergie cinétique macroscopique, qui est nulle, puisque l'énergie cinétique macroscopique est constante, plus la variation d'énergie potentielle de pesanteur macroscopique, qui est également nulle, puisque l'altitude Z du système ne change pas. Bien, il ne reste plus qu'à voir que vaut la variation d'énergie interne. Donc, quelle est la valeur de cette variation d'énergie interne dans un piston, par exemple? Nous allons le voir sur une animation. Sur cette animation, nous voyons un piston dans lequel se déplacent des molécules de gaz. Comment augmenter l'énergie interne du système? Première solution, on déplace le piston de manière à apporter du travail mécanique au système. À ce moment-là, on voit que les molécules s'agitent plus rapidement, l'énergie interne du système augmente. Autre manière d'augmenter l'énergie interne, eh bien on peut tout simplement prendre une température plus élevée ici. On voit à ce moment-là que l'énergie cinétique microscopique de chaque particule augmente puisque la vitesse augmente. En conclusion, variation d'énergie totale d'un système. Le système, c'est le gaz. Donc comment est-ce qu'on peut faire varier l'énergie totale d'un système? Delta E tot, on l'a vu, c'est égal à delta U s'il n'y a pas de variation d'énergie mécanique macroscopique. Ce delta U, eh bien, comment est-ce qu'on peut le faire varier, delta U? Eh bien, soit en apportant un travail mécanique, force par distance. J'apporte un travail mécanique ici au gaz qui lui va avoir son énergie interne qui va varier. Donc delta U égale W. Puis j'ai une autre technique aussi, alors un petit peu moins classique. Pour apporter de l'énergie interne, qu'est-ce qu'on fait? Attention, bricados. On chauffe. Eh oui, on chauffe. Et à ce moment-là, ça nous fait bien du W plus Q. Voilà. Donc, si j'apporte pas de travail, delta U est égal à Q. Si Q est positif, eh bien delta U est positif. Et puis, si je n'apporte que du travail, delta U égale W. Si ce travail est positif, c'est-à-dire si le système reçoit du travail, alors delta U est positif. Augmentation de l'énergie interne. Et puis si le travail est négatif, delta U, et bien il va être inférieur à 0, ça pourrait être le cas où le piston se détend par exemple. Voilà. Dans le cas où l'énergie mécanique macroscopique est constante, la variation d'énergie totale est égale à la variation d'énergie interne, delta E total égale delta U, et la variation delta U d'énergie interne est égale à la somme des travaux des forces extérieures W et de la chaleur Q, échangée avec le milieu extérieur, delta U égale W plus Q. Capacité thermique grand C et capacité thermique massique petit c. À quoi correspondent ces deux grandeurs? Eh bien, la capacité thermique massique de l'huile est de 2 fois 10 puissance 3 joules par kilogramme par Kelvin. Ça veut dire que pour élever de 1 degré Kelvin 1 kg d'huile,
il faut 2000 joules. Pour élever d'1 degré Kelvin 1 kg d'eau, il faut 4180 joules. Voilà. Maintenant, lorsque la masse n'intervient pas, capacité thermique d'une casserole, si elle vaut 500 joules par Kelvin, ça veut dire que pour élever la température de la casserole de 1 degré Kelvin, il faut apporter une chaleur de 500 joules. Alors, deux questions pour vous. Exprimer la chaleur Q en fonction de la masse, de la capacité thermique massique et de l'élévation de température ou la diminution de température, en tout cas l'écart de température. Et même chose pour Q en fonction de grand C et delta T. Deuxième question, delta T c'est 85 degrés Kelvin, 85 Kelvin, donc 85 degrés Celsius. La masse M vaut 2 kg. Quelle est la chaleur qu'il faut apporter pour élever de 85 Kelvin 2 kg d'eau. Allez, on démarre, première question. Pas compliqué avec les unités. Regardez, capacité thermique, c'est égal à quoi? Une chaleur divisé, puisque c'est puissance moins 1, une masse, et multiplié par un intervalle de temps delta T. Donc Q égale M fois C fois delta T. Deuxième expression, Q en fonction de grand C delta T. Joule Kelvin moins 1. Donc grand C égale des joules divisé par une variation de température. Autrement dit, que vaut Q égale grand C fois delta T. Ça, c'est pour la première question. Deuxième question, eh bien, on va prendre quelle expression? Celle-ci, puisqu'il y a la masse qui intervient. Donc, la chaleur Q à apporter à 2 kg M fois C de l'eau fois delta T. Pour l'élever de 85 Kelvin, Q égale M 2,0 kg 2 fois 4,180 fois 10 puissance 3 fois 85. Allez, je vous laisse faire le calcul, je reviens. Ça y est, je suis revenu. Bon alors, la valeur de Q, c'est 7,1 10 puissance 5 joules avec deux chiffres significatifs, puisque la donnée qui en possède le moins, elle en possède deux. Quelle est maintenant la relation entre la variation d'énergie interne, delta U, et Q et donc M, C et delta T? On a vu que delta U et W est égal à W plus Q. Bon, dans le cas d'un liquide, le travail fourni au milieu extérieur, on considère qu'il est nul, ici. Donc delta U égale Q. Donc delta U égale M fois petit c fois delta T. Avec ceci en joules, ceci en kilogrammes, ceci en kilogrammes fois Kelvin moins 1 fois kilogramme moins 1 fois Kelvin moins 1 fois des joules, et delta T en Kelvin. Bien, ce qui nous fait bien des joules là. Ou, dans le cas où vous aurez que la capacité thermique, vous aurez delta U égale C fois delta T. Voilà les deux formules que vous devez connaître pour les liquides et les solides qui reçoivent une certaine quantité de chaleur, qui échangent en tout cas une certaine quantité de chaleur avec le milieu extérieur. La température absolue notée T et la température Celsius notée θ sont liées par la relation température en Kelvin égale la température en degrés C plus 273,15 degrés. Rappel, 2 secondes. Bien, la capacité thermique grand C d'un corps dans un état condensé, solide ou liquide, et l'énergie thermique qu'il faut lui apporter pour élever sa température d'1 Kelvin. Unité, le joule par Kelvin. La capacité thermique massique C d'un corps est égale au rapport de sa capacité thermique divisé par sa masse. Unité, joule Kelvin moins 1, kg moins 1, ou joule degré Celsius moins 1, kg moins 1. La capacité thermique massique correspond à l'énergie thermique qu'il faut fournir à 1 kg de corps pour élever sa température de 1 degré Celsius ou de 1 Kelvin. Dernière chose, considérons un corps solide ou liquide de masse M qui échange une énergie thermique Q avec le milieu extérieur. Sa température passe d'une valeur TI à TF.
La variation de son énergie interne est delta U égale Q égale grand C fois delta T, où delta U égale M fois petit c fois delta T, c'est-à-dire MCTF moins TI. Unité légale delta U en joules, masse en kg, capacité thermique massique en joules kg Kelvin moins 1, et la capacité thermique en joules Kelvin moins 1. Les différents types de transfert thermique. Alors, qu'est-ce que tu connais comme transfert thermique? Bien sûr, les premiers, c'est quand tu es à la plage avec Tina. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais plaisir. Tu reçois des transferts thermiques par rayonnement. Chaque rayonnement ayant une longueur d'onde précise, tu le sais. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas manger la paella au bord de la plage. Et tu vas. Et tu vas chercher la casserole remplie de paella. Mais qu'est-ce qui se passe? La casserole, elle est chaude. Et toi, tu te brûles avec la casserole. Transfert thermique par conduction. Et le soir, qu'est-ce qui se passe? Avec tous tes amis, tu vas faire la fête. Et qu'est-ce que tu prends pour faire la fête? Une petite sèche-cheveux. Pourquoi les sèche-cheveux? Parce que les sèche-cheveux, il te fait du transfert thermique par convection, bien sûr. La chaleur se déplace, la matière se déplace ici du sèche-cheveux jusqu'à ta chevelure. Et voilà, tu as tout compris sur les transferts thermiques, c'est bien. En conclusion, il existe 3 modes de transfert thermique. La conduction qui est un transfert thermique par contact d'une source chaude vers une source froide, sans transport de matière. L'agitation des molécules de la source chaude se transmet progressivement à celle de la source froide. Deuxième type, la convection. Une source chaude se déplace, cas du sèche-cheveux, et fournit une énergie thermique à une source froide. Troisième type, l'émission, la réception d'un rayonnement s'accompagne d'un transfert thermique. Le Soleil émet des rayonnements UV visibles infrarouges qui réchauffent la Terre et ses habitants. Voici une paroi. À droite, glas, à gauche, chaleur. Température froide à gauche de la paroi, température chaude à droite. Bien. Qu'est-ce qu'on va appeler le flux thermique phi? C'est la lettre grecque phi. Son unité est le joule par seconde. Donc on peut imaginer que ce flux thermique sera d'autant plus grand que la chaleur Q qui traverse cette paroi est importante. Et puis évidemment, il y a une notion de temps. S'il y a 30 joules par seconde ou 30 joules par heure, évidemment, le flux thermique sera différent. Donc, divisé par la durée pendant laquelle cette chaleur Q s'écoule toujours de la source chaude vers la source froide. Bon, ça, c'est la première définition. Puis, on peut se dire que le flux thermique, il va dépendre de quoi? Bien, plus l'écart de température sera important, plus le flux thermique sera important. S'il fait très froid dehors, le flux thermique sera encore plus important que s'il fait chaud. Bon. Donc, il va dépendre de quoi ce flux thermique? Il va de l'écart de température entre la température de la source chaude et la température de la source froide. Attention, toutes les parois ne sont pas équivalentes. Plus elles ont une résistance thermique importante, plus le flux est faible. Donc on doit diviser ceci par quoi? Par la résistance thermique de la paroi. Plus la résistance thermique de la paroi est importante, plus le flux, lui, est diminué. Quelle va être l'unité de résistance thermique? Eh bien, on a vu que le flux est en joules seconde moins 1. Bien. La résistance thermique, elle est égale à quoi? Eh bien, elle est égale à l'écart de température divisé par le flux. Quelle va être l'unité? Des joules seconde moins 1, ça nous fait penser à quoi? Eh bien, quand vous payez à l'EDF une certaine énergie, cette énergie est en kilowattheure, je vous rappelle. Vous verrez, quand vous payerez la facture, vous en rappellerez. Donc, l'énergie, c'est également quoi? Des kilowatts, c'est-à-dire une puissance, fois une durée.
Autrement dit, la puissance P, c'est une énergie sur une durée. C'est des joules seconde moins 1. Tiens, des joules seconde moins 1, c'est justement l'unité ici de flux. Donc la résistance thermique, quelle va être son unité? Eh bien, ça va être au numérateur des Kelvin ou des degrés Celsius, divisé par quoi? Par des watts. Autrement dit, l'unité de résistance thermique sera en Kelvin, watt moins 1, ou deuxième possibilité, degrés Celsius, watt moins 1. On va voir maintenant une application numérique. Le problème est le suivant. Une vitre a une résistance thermique de 5,010-3 Kelvin au watt moins 1. La température de la source chaude à l'intérieur de la maison, 22 degrés Celsius. La température de la source froide, 2 degrés Celsius. Quel est le flux thermique et quelle est la chaleur Q perdue en une durée delta T égale 2 heures? À vous de chercher. Alors, le flux thermique, on réécrit, attention, toujours l'expression littérale, celle-ci ou celle-ci? Bien, on ne connaît pas le Q, donc on ne peut pas utiliser cette formule. Par contre, on peut utiliser celle-ci, puisqu'on connaît l'écart de température entre la température de la source chaude et la température de la source froide, et on connaît la résistance thermique de la vitre. Égale, vous savez qu'un Kelvin égale 1 degré Celsius. Donc l'écart en degrés Celsius ou l'écart en Kelvin est le même. Donc on y va, TC moins TF sur RTH, on y va, ça nous fait donc 22 moins 2, 20, hein, divisé par 5,010 moins 3, ce qui vous fait 20 sur 5 fois 10 moins 3, 5,010 moins 3, 1 sur 10 moins 3, 10 puissance 3, 20 divisé par 5, 4, 4,0 fois 10 puissance 3, quoi? Joule seconde moins 1. Il ne reste plus qu'à trouver la chaleur Q, et cette fois-ci on utilise la deuxième expression. Que vaut la chaleur Q? Q égale le flux thermique phi fois la durée delta T, pendant laquelle s'écoule cette chaleur. Donc 4,0 10 puissance 3 fois delta T 2 heures, attention qu'il faut bien mettre en secondes, 2 fois 3600, ce qui nous fait une chaleur Q égale à 1,4 fois 10 puissance 7 joules. Alors évidemment, hein, il faudrait améliorer la résistance thermique de la vitre, par exemple utiliser du double vitrage pour que cette chaleur Q soit inférieure. Le flux thermique phi est le rapport de l'énergie thermique transférée sur la durée du transfert. Ce transfert s'effectue toujours de la source chaude vers la source froide. Phi égale Q sur delta T. Donc Q est en joules, delta T en secondes, donc le flux est en joules par seconde ou en watts. Lorsque les températures TC et TF sont constantes, le flux thermique a pour expression phi égale température chaude moins température froide sur RTH, qui est la résistance thermique de la paroi. Plus la résistance thermique de la paroi est importante, plus le flux thermique est faible, donc plus la chaleur perdue par unité de temps est faible. Les unités sont les suivantes, donc la température en Kelvin et la résistance thermique en Kelvin par watt, ou Kelvin watt moins 1. Bilan énergétique. Quelle est la méthode pour effectuer un bilan énergétique? Premièrement, définir le système d'étude. Deuxièmement, répertorier les différents types de transferts énergétiques, travail, chaleur, entre le système et le milieu extérieur. Troisièmement, repérer par des flèches le sens du transfert. Si le système reçoit de l'énergie, elle sera comptée positivement, pensez à votre porte-monnaie. Si le système fournit de l'énergie, elle sera comptée négativement. Exemple de bilan énergétique, ici vous avez un capteur solaire avec une pompe. Ce capteur solaire chauffe de l'eau d'un circuit primaire. Cette eau va être en contact avec une source d'eau froide et donc va la réchauffer. Et nous possédons également une chaudière électrique d'appoint qui permet également de chauffer
cette eau froide est ensuite envoyée dans le circuit d'eau chaude. À vous de faire le bilan énergétique en prenant le système capteur solaire, puis le système eau froide, puis le système chaudière électrique. Allez, bilan énergétique, on y va. Bon, commençons par le système capteur solaire. Alors, le capteur solaire, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien déjà, on va mettre un petit cercle pour mettre capteur solaire ici. Le capteur solaire, il reçoit quoi? De l'énergie sous forme de rayonnement. Cette énergie sous forme de rayonnement, elle est donnée par qui? Par le soleil, bien sûr. Allez, l'énergie par rayonnement, elle est plus grande que zéro. Pourquoi? Parce qu'elle est reçue par le capteur solaire. Tout ce qui est reçu est positif pour le système. Bon. Capteur solaire, qu'est-ce qu'il fait? Il donne de l'énergie sous forme de chaleur au circuit primaire. Donc cette chaleur, je vais l'appeler QR. Elle est négative. Pourquoi? Le capteur solaire, il perd de l'énergie. On profite quoi? Du circuit primaire. Ça, c'est le circuit primaire. Ensuite, capteur solaire, il s'échauffe. Par conduction, il fournit de l'énergie au milieu extérieur, mais par des pertes. Ça, c'est pas bien. Allez, Q2, c'est perdu. Q2, inférieur à 0. Milieu extérieur, conduction. Voilà. Voilà pour le bilan énergétique du système capteur solaire. On va passer aux autres maintenant. Eau du circuit primaire. Alors l'eau du circuit primaire, elle reçoit d'abord un travail mécanique de la pompe. La pompe qui amène cette eau du capteur solaire vers le ballon. Donc, première chose, le travail mécanique est reçu par l'eau du circuit primaire et est fourni donc par la pompe. L'eau du circuit primaire, elle reçoit quoi? De la chaleur de la part du capteur solaire. Autrement dit, elle reçoit une chaleur, je l'appelle Q1, positive, par le capteur. Ensuite, cette eau, elle se promène dans des tubes, et donc par conduction, elle fournit de la chaleur à ces tubes, qui fournissent de la chaleur au milieu extérieur. C'est des pertes. Q2, inférieur à 0, perte, au profit du milieu extérieur. Et tout ceci par conduction. Et en dernier, l'eau du circuit primaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fournit de la chaleur à l'eau froide du ballon. Donc elle fournit une certaine chaleur, je vais appeler Q3. Elle perd cette chaleur, donc pour elle c'est négatif, à l'eau du ballon. Voilà pour le bilan énergétique de l'eau du circuit primaire. Pour l'eau du ballon, elle reçoit de la chaleur, je vais l'appeler Q1, par le circuit primaire. Ça, c'est positif parce que c'est effectivement reçu par l'eau du ballon. Elle reçoit une chaleur Q2, donc la flèche va vers l'eau du ballon, Q2 positif évidemment, Q1 positif également, par la chaudière. Et puis, l'eau du ballon ici, elle va être réchauffée, mais par conduction, elle va fournir de la chaleur au milieu extérieur sous forme de perte. Bon, ça malheureusement, c'est pas bon. Q3 inférieur à 0 au milieu extérieur par conduction. Et puis, l'eau du ballon, elle va quand même avoir une utilité, c'est chauffer les radiateurs et la maison. Donc elle va perdre de l'énergie au profit de la maison. Je vais l'appeler Q4, inférieur à 0. Pour la maison, pour les radiateurs de la maison. Voilà. Voilà pour le bilan énergétique avec le système eau du ballon.